Vous êtes toujours devant le grand dossier, vous êtes toujours les bienvenus bien évidemment. Et cet enjeu, l'État nounou, c'est fini. Peut-on d'ailleurs parler d'État nounou? On va en parler avec nos invités dans un instant. Là tout de suite maintenant, on revient sur l'essentiel de l'actualité qui nous amène bien évidemment sur l'île d'Oléron. Laurent Nunez évoque un périple volontaire de 35 minutes. Un homme a volontairement percuté des piétons avec son véhicule. Pour en parler, nous prenons la direction du terrain. Pour vous retrouver, Matteo Ciavarino, vous êtes avec Camille Courta devant la gendarmerie où le suspect est actuellement en garde à vue. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez ? C'est ça, en garde à vue depuis quelques heures désormais, mais il reste mutique, cet homme. Et justement, c'est là tout le travail des enquêteurs qui vont devoir comprendre pourquoi cet individu s'est engagé dans un périple routier de 35 minutes entre Saint-Pierre-d'Oléron et Dolu-d'Oléron, deux communes séparées par environ 7 km, durant lesquelles il a percuté environ 10 personnes, faisant 10 blessés, dont 2 en urgence absolue, avant de s'arrêter et de tenter de mettre le feu à sa voiture chargée d'une bonbonne de gaz. Les forces de l'ordre ont ensuite opéré une arrestation musclée à l'aide d'un taser. Le suspect aurait ensuite crié à la voix barre. Alors justement, sur le profil de cet homme, il est bien connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et de violence. Il a été condamné 2 fois par la justice pour vol et délit routier. En revanche, il n'est pas affiché parmi les fichiers des personnes radicalisées et c'est pourquoi le parquet national antiterroriste n'a pas encore été saisi à ce stade. Merci beaucoup Matteo Ciavarino et Camille Courta sur le terrain. Bien évidemment, nous y reviendrons tout au long de cette fin d'après-midi et cette soirée sur LCI. Vous êtes donc toujours devant le grand dossier consacré ce soir à l'État nounou. Selon certains, ce serait fini. Peut-on parler même d'État nounou? On en parle toujours avec Valérie Nataf, Renaud Pila, Yves Gégaud, avec Marc Toiti, avec Stéphane Manigold, restaurateur PDG du groupe Éclore et patron de PME. Je me suis bien corrigée. Et Jean-Baptiste Léon, donc merci beaucoup également de nous avoir rejoints sur ce plateau. Directeur des publications de Contribuables Associés et auteur du livre Le Livre Noir de l'argent public. Voilà, moi aussi je le prends dans mes petites mains. On va y revenir bien évidemment longuement. Alors que l'exécutif cherche, vous l'avez compris, des pistes pour redresser les comptes de la France, des voix l'appellent à se pencher, notamment Stéphane Manigold, sur certaines aides. Parmi elles, un dispositif des caisses d'allocation familiale pour acheter un lave-vaisselle, une imprimante ou encore un lit. Pour tout comprendre, on aime bien poser les faits dans cette émission. Nous y allons avec Renaud Pila. Renaud, des aides qui surprennent donc, comme celle pour aider à l'achat d'un lave-vaisselle. Vous pouvez nous éclairer? Oui, alors parmi Amélie, les nombreuses aides, il y a cette aide pour acheter un lave-vaisselle ou un sèche-linge. Elle est environ 300 €. Mais attention, cette aide, elle dépend de chaque département et elle dépend quand même bien sûr de vos revenus. Alors j'ai regardé dans le Finistère, c'est une aide pour l'équipement du logement. En Corrèze, c'est une aide pour l'équipement en meubles. Donc vous voyez que c'est varié selon chaque département, mais elle existe, 300 € environ. Et Renaud revient aussi dans le débat la question d'allocation vacances, c'est ça ? Oui, il y a des Français qui bénéficient d'une allocation vacances en fonction de leurs revenus toujours. Alors elle provient des caisses d'allocation familiale, c'est pas de l'État. C'est 700 € maximum pour financer notamment, bien sûr, des dépenses d'autoroute, de l'essence. Elle est sous condition de ressources selon les revenus, mais cette allocation de vacances existe bel et bien. Merci beaucoup Renaud Pila. Je vous pose la question directement, Monsieur Léon. Ça, c'est du gaspillage. Ça rentre dans la catégorie gaspillage que vous dénoncez dans votre livre, par exemple? Je n'appellerais pas forcément cela un gaspillage, puisqu'il y a un bénéficiaire au bout du compte, mais effectivement ça peut coûter cher ce type d'aide, et surtout s'il y a quelqu'un qui touche, c'est dire que derrière il y a quelqu'un qui paye, et le quelqu'un qui paye c'est nous tous, ce sont les Français, les contribuables. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est pas le rôle de l'argent du contribuable de financer des primes pour les lave-vaisselle? C'est pas la même chose que les vacances. Je pense qu'on peut peut-être quand même différencier les choses. Non, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est la clé. C'est-à-dire que cet argent, il ne tombe pas du ciel. On a cru, effectivement, pendant le Covid. C'est l'argent de nos impôts. Et même la dette... Non. Ah bah si. Non. Ah bah si. La dette, ce sont nos impôts. Pourquoi ça, cet argent distribué par la CAF des lave-vaisselle, elle vient des charges que payent les entreprises. Non, c'est pas pareil. Parce que dans le débat qu'évoque Renaud... Cotisation patronale. Non, pardon. Des cotisations patronales, c'est la même chose mécaniquement, mais c'est pas la même réalité, parce que ça bouffe la feuille de paye. Ça bouffe la feuille de paye. Évidemment.
évidemment. Juste passer. Je vous pose une base, c'est quand vous parlez tous ensemble. Bien sûr. Non, mais moi j'étais tranquille, mais il m'a interrompu. Pardon. C'est cru qu'on débattait. Allez-y, Marc. Non, mais c'est pas grave. Non, mais évidemment, quand je parle des impôts, c'est les impôts et les taxes, bien entendu, au sens large, les charges qui pèsent sur les salaires. C'est quand on voit que la France est numéro 1 du monde de la pression fiscale, c'est les impôts, les taxes, les charges, effectivement, au sens large. Bien entendu, c'est ça. Mais c'est ça le vrai enjeu, c'est que, in fine, ce sont les Français qui payent, y compris les Français modestes, et également nos entreprises qui créent des emplois. Aujourd'hui, on a des records historiques de faillites d'entreprises, notamment parce qu'il y a ce trop-plein fiscal qui est là, il y a insuffisamment d'activité. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression que cet argent tombe du ciel. Et là, encore une fois, ce drame de la gestion du Covid qui fait que, malheureusement, on a l'impression, alors même parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais on s'endette. Parce que toute cette croissance-là que nous avons en France, elle est financée par le déficit public. Aujourd'hui, la France, c'est le numéro 1 de la zone euro en termes de déficit public. Marc, il n'y a pas que le Covid, ça fait 30 ans que c'est comme ça. C'est ce que je vous dis, bien entendu. 50 ans même. Évidemment. 50 ans même, donc le Covid, il a bon dos. On a un modèle social qui est terminé. Non, mais là, on a aggravé la situation, si vous voulez, on a complètement dérapé et on a oublié le bon sens. Ce que j'ai Valérie tout à l'heure, regardez ce qui s'est passé là, à l'Assemblée. On nous invente, c'est le concours Lépine de l'imposition. Tous les jours, on nous invente un nouvel impôt et on oublie que nous sommes numéro 1 du monde, et ce qui va casser l'activité économique. Donc c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux et met en péril l'avenir de la France. Stéphane Manigold, allez-y, Stéphane Manigold. C'est doublement choquant en fait ce sujet du lave-vaisselle, parce que la vérité c'est que les téléspectateurs qui nous écoutent, il y en a très peu qui achètent un lave-vaisselle à 900 €. C'est plutôt 300, 400 €. Donc en plus, au-delà que ça peut choquer, parce que c'est pas indispensable pour vivre, ça choque par le montant. Et il y a deux canaux. Le premier, c'est de dire au fond, soit c'est une subvention et on la verse directement aux fournisseurs, soit c'est un prêt et c'est versé aux bénéficiaires. Vous pensez bien que 99% le font verser directement aux fournisseurs. Et moi, ce qui me désole dans cette situation, Stéphane, mais c'est pas 900 €. Ça va jusqu'à 900 €. C'est inscrit sur ça dépend des caves des départements. Là, je ne sais pas de quel département on parle, mais en tout cas, à Paris, ça va jusqu'à 900 €. J'avais même vérifié, vous pouvez vérifier sur le site de la CAF de Paris, c'est jusqu'à 900 € pour 1200 € de revenus, pour moins de 1200 € de... Bien sûr qu'avec 1200 €, on ne vit pas. Non. Mais moi, j'ai envie de sortir de cet état de nounou, et je vais vous faire une proposition que j'ai faite hier soir chez Darius, qui est très simple. Ça coûte 360 milliards. On donne 1 000 € par mois à 100% des actifs. C'est-à-dire les 30 millions d'actifs, vous leur donnez 1 000 € par mois. Le cadreur qui est derrière, ceux qui sont en régie là, qui gagnent entre 1 500 et 2 000 € par mois, demain ils vont passer à 2 500, 3 000 € par mois. Croyez-moi, vous changez la vie des gens. Et tout cet état nounou là, on l'enlève. L'APL, la CAF, l'aide au logement, l'aide au... Je donne 1 000 € à tout le monde, à tous les actifs. Ça coûte 360 milliards. Et je fusille tout ce qu'il y a en face d'aide publique. Et je dis aux gens, vous voulez vous amuser, amusez-vous. Vous voulez économiser, économisez. C'est pas à moi de vous dire, il faut une mutuelle, il faut ci, il faut ça. Après, je responsabilise les gens. Et croyez-moi, à 2 500 € par mois, vous allez travailler et vous cavalez pour aller travailler. Jean-Baptiste Léon, vous qui avez écrit le livre noir de l'argent public, une proposition comme celle de Stéphane Manigold sur la table face à vous. Oui, c'est une proposition qu'ont eu certains politiques, même la Cour des comptes, qui met en avant la création d'une aide sociale unique qui serait plafonnée et dans laquelle on fonderait tout un tas de prestations, d'allocations. Je pense que l'objectif est très sain. Après, il y a une grande difficulté en France, c'est qu'il y a beaucoup de guichets, il y a beaucoup de systèmes informatiques, et donc ça va être très très compliqué à mettre en place, simplement d'un point de vue technique, sans parler aussi des blocages internes et propres. Je bois du petit lait en entendant Stéphane, parce que cette idée de revenu universel ou de dividende universel, dans un livre que j'ai publié il y a 10 ans, c'était une des parties du livre, en disant... Vous aviez raison trop tôt alors. De dire au fond, on arrête ces systèmes qui coûtent très cher à distribuer, à gérer. Il y a une allocation unique, un dividende universel de 1 000 € par mois et par personne actif sur ce sujet, et on s'en sort comme ça. La vraie difficulté, c'est ça intellectuellement. La vraie difficulté, c'est comment passer d'un système hyper compliqué à un système aussi simple. On débranche tout.
Oui, c'est facile à dire sur un plateau télé, c'est plus difficile. Qu'est-ce que vous dites dans ce cadre-là, par exemple, des 35 000 salariés de la CAF? Ils deviennent quoi? Non mais on les redéploie dans les services publics où les Français se plaignent, ils n'ont plus accès dans nos villages, par exemple dans la ruralité. Mettez-moi des RH 6 mois de l'administration française, je peux vous assurer que je redéploie tous les fonctionnaires et les Français sont contents. Ne jouez pas à Elon Musk, on a vu le résultat. Vous êtes candidat pour 2027, Stéphane? D'ici, il va se lancer un jour, Stéphane. Je vais vous dire une chose. Les 1 000 euros, pourquoi aujourd'hui ils ont une nécessité? Parce que l'année prochaine, il y a un robot qui arrive et qui s'appelle Neo. Tout le monde like sur Instagram des robots qui vous font le ménage. Tous les métiers vont être balayés. Beaucoup de métiers vont être balayés, y compris dans mon secteur. À la plonge, en tension, c'est terminé. Je peux vous le dire là maintenant. Vous pouvez enregistrer la capsule. Dans un an et demi, on aura des robots plongeurs. Dans un an et demi, on aura des robots. Vous leur mettez une prise à 2h du matin, jusqu'à 2h du matin, ils vont vous faire le ménage. Voilà pourquoi nous devons arriver à ce type de modèle. Je me permets de lever le doigt afin d'intervenir dans cette émission. Mais non, mais pour dire, il y avait un homme qui parlait d'un versement unique des prestations. C'était Emmanuel Macron, fut un temps. Et ça s'est avéré assez compliqué. Ce même président, en 2018, vous vous souvenez de l'expression pognon de dingue? On va s'en souvenir ensemble, regardez. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Elle avait fait tellement polémique cette phrase. Vous estimez qu'il avait raison? À l'époque, on a regardé le taux de pauvreté en France pour essayer de comprendre si effectivement l'argent qu'on versait aidait ou non à régler la question de la pauvreté dans le pays. Mais près de 10 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023 selon l'INSEE. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint depuis 1996. Je vous ai posé les faits, je vous laisse maintenant vous en sortir avec. Non mais c'est dramatique d'entendre ça. C'était du marketing, parce qu'il a le pouvoir. Il a eu le pouvoir jusqu'à dernièrement parce qu'il n'y a plus de majorité. Mais tout de même, qu'a-t-il fait? Donc c'est ça qui est dramatique, c'est que on est bon pour faire du marketing, mais après pour prendre les bonnes décisions. Et vous l'avez bien dit, Amélie, c'est que le taux de pauvreté augmente. Malgré cette augmentation de la dépense publique, malgré l'augmentation de la pression fiscale, eh bien ce taux de pauvreté augmente. Donc c'est encore une fois une preuve que malheureusement cette dépense publique n'est pas efficace. Donc il faut complètement la repenser. Moi je suis justement également pour un grand soir fiscal, un grand soir de la dépense publique. On met tout à zéro, mais le problème c'est qu'il faut du courage politique. Et là, que voit-on? Finalement, le président qu'on vient d'écouter, il a fait une fuite en avant en permanence. Et Valérie me montrait tout à l'heure effectivement l'interview de Bruno Le Maire, et à juste titre, il a dit qui n'a pas voulu baisser la dépense publique? C'est Emmanuel Macron. C'est dans l'article. Est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, voilà. Mais l'une des questions qui est posée, c'est pas le problème de on donne trop d'argent. Cet argent est-il mal réparti, mal utilisé? Et d'ailleurs, on peut saluer Pascal Perry qui en parlait sur ce plateau lundi dernier. Je vois que vous êtes d'accord, mais je vais vous donner encore plus de grains à moudre avec Valérie. Parce que Valérie, vous avez repéré un papier, alors dans Le Monde, mais Ouest France s'en est saisi, qui est écrit comme ça. C'est écœurant. Des retraités américains affluent en France pour bénéficier de la Sécu gratuite. Vous nous racontez? Bien oui, il y a une loi de 2016 qui permet une protection universelle maladie, PUMA, aux titulaires d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, ça s'appelle le VLS-TLS. Vous payez vos impôts aux États-Unis, parce que vous êtes protégé par une convention de 1995, mais vous venez en France, c'est pas l'AME, c'est pas l'aide médicale pour les étrangers dont on a beaucoup parlé, ce sont des retraités américains qui considèrent que le système de santé français est bien meilleur, beaucoup moins cher, donc ils viennent, au bout de 3 mois en résidence en France, ils ont droit à une carte vitale, ils peuvent résilier l'assurance privée qu'ils ont aux États-Unis et ils se font soigner pour des maladies chroniques ou graves, comme des cancers. Alors je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Léon, je voyais que vous étiez déjà en train de réagir. Pour vous, c'est la preuve que le sujet, c'est pas la quantité d'argent, c'est l'argent surtout mal géré, mal utilisé auprès des mauvaises personnes, avec des profiteurs et mal contrôlé? Tout à fait, il y a des Américains, il y a des Canadiens, en fait, il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est assez intéressant, viennent de pays riches, en fait, et extrêmement développés, et donc viennent en France aux frais de la princesse pour se faire soigner. Effectivement, oui, il y a des dépenses qui sont évidemment justifiées et également dans le social. Ce qu'il faut traquer, c'est la dépense inutile, et il y en a beaucoup. Et encore une fois, il y a tellement de guichets qu'il est difficile de s'y retrouver. Et il faut faire effectivement la chasse au gaspillage, il faut faire aussi la chasse aux fraudeurs, parce que l'air de rien, dans le social, c'est une donnée assez majeure.
sur laquelle, je pense, l'État et les organismes sociaux se penchent depuis quelques temps, mais ils ont mis beaucoup de temps pour s'y pencher. D'ailleurs, on a un chiffrage officiel autour de la fraude sociale qui est de 13 milliards, mais ce n'est qu'une estimation. D'autres experts vont beaucoup plus loin en disant qu'elle monte en fait, en réalité, jusqu'à 50 milliards. Et ces 30 milliards de fraudes estimées, il y en a 2,1 exactement qui ont été identifiés comme tels. Et sur les 2,1 milliards identifiés comme tels, comme étant vraiment de la fraude, il n'y en a que 600 millions qui ont été récupérés. Donc là, il y a du boulot aussi. Il y a du boulot et il y a matière à creuser pour l'État afin d'agir comme il se doit. Vous voyez, ce que vous évoquez sur ces retraités américains, que je découvre d'ailleurs. Dans le monde de cet après-midi. J'ignorais ce sujet-là. Ça pose d'abord la question des tuyaux qui vont dans tous les sens et de ce que vous évoquez en disant on ne sait plus où ça va, c'est mal géré. Les tuyaux fuient en plus, parce que pour gérer tout ça, faut beaucoup de monde. Et ça pose une autre question, c'est que comment vous voulez, si vous n'avez jamais contribué à la sécurité sociale, pourquoi vous en bénéficiez gratuitement? Moi, je suis pour une logique contributive. Celui qui est venu en France, qui a travaillé en France, qui a payé ses cotisations sociales sur sa feuille de paye, qui bénéficie du système, c'est tout à fait logique. Celui qui n'a pas contribué, on peut le soigner, mais au coût normal de facturation. Et on finit par dériver. Et moi, j'en tire une conclusion politique. Pourquoi Macron n'a pas réussi? C'est parce que c'est trop compliqué et que tant qu'il n'y aura pas un gros bug et qu'on pourra tout remettre à plat, on n'y arrivera pas par la voie normale. Je veux juste apporter une petite précision. Certains des retraités américains interrogés par nos confrères disent qu'ils sont évidemment d'accord pour contribuer étant donné l'état des finances publiques. J'aimerais féliciter nos téléspectateurs d'LCI qui sur X réagissent avec beaucoup d'instinct et ils disent si vous avez des propositions économiques qui nous plaisent et financières, pourquoi ne pas demander un référendum d'initiative citoyenne qui permettrait de le soumettre aux citoyens si les élus ne souhaitent pas le mettre. Parce que vraiment, je souhaite revenir une seconde sur cette proposition. Celui qui gagne 1 500 € par mois, soit près de 50% de la population française, les 10 millions de pauvres dont vous faites état, demain, s'il passe à 2 500 €, vous lui changez sa vie. Par contre, celui qui aujourd'hui gagne 1 500 et tombe au chômage à 1 100, 1 200 €, bon an, mal an, il n'y a pas trop de raisons à ce qu'il reprenne le chemin du travail. Quand vous lui donnez 1 000 € de plus parce que c'est un actif, il gagne 2 500 €. Avec 2 500 €, vous changez fondamentalement les 30 millions d'actifs. Les 30 millions d'actifs. Vous gardez les chômeurs, on est d'accord. 30 millions d'actifs. D'accord, donc c'est bien les actifs. Voilà, les 30 millions d'actifs. Okay. Donc 30 millions d'actifs, 1 000 € par mois, ça coûte 360 milliards. Beaucoup moins que tout le social qui est aujourd'hui mal distribué, mal irrigué. Et je vous assure qu'on changera vraiment la philosophie mais je suis entièrement d'accord avec Stéphane. Et le débat, on l'a depuis longtemps. Et depuis 7-8 ans, Bruno Le Maire le disait. Ce qui mine la société française, c'est la faiblesse des salaires. Oui. On est la 6e puissance mondiale et on a des salaires, notamment dans le secteur privé, qui sont beaucoup trop faibles. Parce que les allégements fiscaux vont vers les salaires. Parce que les allégements fiscaux vont vers les bas salaires, tout simplement. Non, c'est parce que c'est les cotisations sociales et patronales sur la retraite en priorité. On paye mai 81 et la retraite à 60 ans de Mitterrand, on le paye encore. Regardez sur la feuille de paye les cotisations retraite, c'est un scandale. Deuxièmement, la santé. Et la différence entre le net et le brut fait qu'on a des salaires trop faibles dans le privé, qui fait que oui, on doit distribuer des aides. Mais tant qu'il y aura ça, il y aura ces accusations les uns les autres, assistanat, pas assistanat, ça divise la société française. Vous allez voir, Renaud, on va faire quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Oui. On va remettre à l'antenne ce qu'on appelle, nous, joliment, un camembert. Oui. Un graphique. Il est énorme, qui nous montre, quand on parle de modèle social français, oui, le fameux Gruyère, mais donc le modèle social français, voilà comment il se répartit très concrètement. Bleu foncé en haut, 45%, c'est pour la vieillesse, la survie. 35% en bleu clair, c'est la santé. Et puis 3%, le logement. 3% pauvreté, exclusion sociale, 6% l'emploi, 8% la famille. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Alain Madelin hier sur ce plateau, encore Renaud Pilar. Mais ça amène certains à se dire, mais on se trompe de problème. On prend des primes sur les plus modestes, alors que le vrai sujet, c'est la vieillesse. Je ne sais pas si on peut remettre le graphique, s'il vous plaît, parce que ce serait là que se trouve l'essentiel de notre modèle social et de son argent. Mais est-ce que le fond du sujet, c'est que c'est plus difficile d'aborder les retraites que d'aborder la question de la jeunesse?
précisément, puisque on demande de justifier comment les 300 milliards on les retire. Vous prenez famille, logement, minima sociaux, 200 milliards. Ouais. Vous enlevez chômage et insertion, 60 milliards, et les aides publiques et les exonérations aux entreprises, je prends ma part, 240 milliards, on est à 560 milliards. C'est-à-dire qu'on a déjà 200 milliards de trop par rapport à ma proposition. Donc dans ces 200 milliards, pour ne pas être manichéen et pas mettre tous ces compteurs à zéro, on garde cette poche de 200 milliards. Donc en réalité, on est capable demain, tout de suite, de donner 1 000 € à chaque Français, à chaque actif. Ça, votre proposition, elle est bien entendue. Marc Toiti, est-ce que vous estimez qu'en fait on se trompe de cible ? Non, on a un problème dans ce graphique pour tout vous dire. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de la retraite, par exemple, le système de retraite par répartition, il est ainsi. C'est-à-dire c'est justement notre modèle social. Le problème, c'est qu'il ne marche plus depuis des années. On fait comme si ça marchait toujours. La retraite par répartition, comment ça marche ? On sait très bien. Pendant que nous sommes actifs, nous payons justement, non pas pour notre retraite, mais pour les actuels retraités. En espérant que quand nous serons à la retraite, il y aura assez d'actifs pour financer notre retraite. Donc on sait très bien, on sait très bien que ça ne sera pas le cas. Ça marchait jusqu'aux années 80, il y avait à peu près 3,4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,5 actifs pour un retraité. Dans la fonction publique, il y a plus de retraités que d'actifs. Et ne l'oublions pas aujourd'hui, le système de retraite du privé est à l'équilibre. Ça ne va pas durer, mais pour l'instant à l'équilibre. Alors que chaque année, on dépense pour la retraite du public 60 milliards d'euros. Minimum. Donc, il a le trou de la retraite. Parce que là, on voit juste des chiffres, mais on ne voit pas le trou. Si c'est à l'équilibre, c'est pas un problème. Le drame, c'est effectivement ce déficit qui est là. Et donc, le drame, justement, je termine, c'est que depuis des années, on savait très bien qu'on allait avoir ce problème de financement des retraites. Et il n'y a eu aucune vraie réforme qui a été menée. Mais vous savez pourquoi, Marc ? Vous savez pourquoi ? Manque de courage politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'Assemblée ? L'ensemble de la classe politique a privilégié les seniors et les retraités, même les plus aisés, même les plus fortunés, en ne demandant pas aux retraités de faire un effort. Ils ont supprimé le gel des pensions de retraite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une classe politique qui ne privilégie pas la jeunesse en France, les actifs, ceux qui veulent créer, ceux qui veulent réussir, mais les retraités et les seniors. Et je sais qu'il y a des retraités et des seniors, ça choque. À chaque fois, j'ai des réactions sur Twitter. Mais ils savent très bien que si jamais être indexé sur l'inflation de 2%, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de retraités en France qui peuvent se le passer. Eh bien, s'ils faisaient ce petit effort pendant 2 ou 3 ans, ils permettraient à leurs enfants et leurs petits-enfants de mieux se loger et d'avoir des revenus supérieurs. Ça ne suffirait pas, malheureusement. Jean-Baptiste Léon, le livre noir de l'argent public. Vous en êtes l'auteur. Vous en pensez quoi de ce que vient de nous dire Renaud Pilat ? Il y a un sujet qui passe souvent à la trappe, toujours à la trappe, et que connaît bien Marc Toiti, c'est la retraite par capitalisation. Effectivement, notre système est à bout, donc ce serait peut-être le moment, non pas de le remplacer in extenso par un système trop novateur, entre guillemets, pour certains, mais enfin, en tout cas, intégrer un petit peu un pilier de retraite par capitalisation dans notre système par répartition. On voit très bien, je le cite dans le bouquin, il y a des exemples étrangers, on voit que ça marche du tonnerre de Dieu. Il y a des études françaises, de banques françaises qui ont analysé ça. Ça marche très, très, très bien. Yves Gégaud, est-ce que je peux me permettre de cibles et de problèmes aujourd'hui ? Oui, enfin, je ne sais pas si on se trompe ou si on n'a pas le courage de... S'ils n'ont pas été courageux, vos anciens collègues... Non, mais bien sûr, sur ce sujet, je ne dis pas le contraire. Il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est que quand vous achetez des produits importés, 700 milliards de produits importés par an, ces produits-là, ils ne payent pas les retraites. Ils ne cotisent pas à la sécurité sociale. Et que donc, si on arrivait à diminuer de 15% les importations en les remplaçant par du Made in France, pardon d'être maniaque, mais c'est mon combat. Si on importait 15% en moins de produits, c'est-à-dire 100 milliards de moins, on rentre 30 milliards dans les caisses de l'État et de la sécurité sociale. Il y a donc aussi un effet de déficit qui est dû au fait que quand on consomme étranger, eh bien, on ne paye pas, on n'importe pas. Messieurs, avant que vous preniez la parole, alors, vous allez excuser ma question de béotienne, mais la retraite par capitalisation, quand la bourse se casse la figure, qu'est-ce qui arrive aux retraites qui sont par capitalisation et qui sont donc dans des produits, le modèle américain exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Pardon, je vous le dis tout net, c'est un domaine dans lequel je ne suis pas une experte. Moi non plus, je suis pas un grand... il y a des spécialistes éminents ici, notamment un sur le plateau, monsieur Bertrand Martineau. Qu'est-ce qui se passe en fait ? D'où l'utilité d'avoir justement de la répartition et de la capitalisation. Après, évidemment, il y a des cracks boursiers, ça existe. Le but du jeu, en général, dans ces fonds sont placés
degré de capitalisation, il y a un peu de tout qui est placé, pas aller au même endroit. Et surtout, on voit que sur 30, 40 ans, en gros, de vie, on va dire, active et après début de retraite, on voit que sur la longueur, en fait, ça fonctionne. Je voudrais qu'on prenne la direction de l'Assemblée nationale pour retrouver Charles de Courson. Bonjour, monsieur de Courson, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Lyotte de la Marne et vous êtes ex-rapporteur de la Commission des finances. Votre voix est souvent résonne assez fort sur ces sujets, bien évidemment. Monte la musique, je le disais en début d'émission, c'est la fin de la politique du chèque, ce n'est plus tenable, nous sommes dans un état nounou, il faut couper le robinet, la fin de la générosité dans notre pays, ça ce sont les mots du ministre du Travail qu'on va voir s'afficher, je pense d'ailleurs à l'antenne à l'instant. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Non, mais si nous étions gérés avec rigueur et avec justice, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut avant tout réduire la dépense publique, mais dans le sens de la justice sociale. Prenez les retraites, qu'on bloque les retraites, pourquoi pas, mais qu'on protège les petites retraites, c'est-à-dire les retraites en dessous de 1500, 1800 euros. Vous voyez, grosso modo, ça coûtait 1 milliard. De ne pas geler les petites retraites. Il faut faire ça dans le sens de la justice et non pas avec des coupes sombres. Prenez les 10% dont bénéficient les retraités sur la base de leur impôt sur le revenu. Ceux qui avaient préconisé la suppression du 10%, ils ne se sont pas rendus compte que ceci aboutissait à ce que des gens non imposables allaient perdre une partie de leurs avantages sociaux, en particulier la location logement. Les calculs ont été faits, c'était 400 millions de moins sur des gens non imposables. Donc c'était une mesure extrêmement mal calibrée. D'ailleurs, on l'a supprimée en commission des finances et on a maintenu les 10% et on a discuté du plafond, puisque vous savez, il y avait un plafond de 4400 euros. Bon, donc ceci va encore faire l'objet d'ajustements. Moi, j'avais proposé qu'on maintienne le 4400 pour les couples et les célibataires qu'on divise par deux, puisqu'actuellement, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez un abattement qui est le même. Ça n'est pas juste. Vous voyez, je prends un certain nombre d'exemples concrets et donc on voit bien qu'on a une impérieuse nécessité de réduire la dépense publique, mais dans le sens de la justice sociale. J'ai justement une question sur ce sujet, Charles de Courson, qui est au cœur un peu de notre réflexion aujourd'hui. L'exemple concret du gouvernement qui veut supprimer la prime de Noël pour les familles sans enfants. Je vais vous soumettre ce qu'a dit Antoine Léaumont. Il est député La France Insoumise et vous allez me dire si, pour une fois peut-être, vous êtes d'accord avec ce député. Regardez. Parce qu'on a déjà des statistiques sur le fait que les gens prévoient de dépenser moins d'argent cette année pour les cadeaux de Noël. Donc c'est le signe d'une paupérisation de notre peuple, y compris chez les travailleuses et les travailleurs. Et là, on a un gouvernement qui, alors que les gens sont en train de tirer la langue, nous disent que la prime de Noël, c'est déjà trop, que ce serait des cadeaux et que c'est pas normal. Ils essayent de gâcher jusqu'au petit bonheur de la vie, du plaisir d'être en famille. Et c'est pas de l'argent qu'on utilise pour soi, la prime de Noël. Généralement, c'est de l'argent qu'on utilise pour faire des cadeaux, pour donner aux autres. Donc je trouve ça odieux et vraiment en dessous de tout, quoi. Jusqu'au dernier petit bonheur de la vie, ils vont essayer de les gratter dans les poches des salariés. Charles de Courson. Mais vous voyez, sur la prime de Noël, c'est pas avec ça que vous allez faire d'énormes économies. Mais prenez la prime dite énergie. Là encore, est-ce qu'il ne faut pas simplement une tarification davantage sociale et éviter de faire tout le temps des primes exceptionnelles, des avantages. Donc, quand il faut les réduire, plus personne, si vous voulez, tout le monde hurle contre toute réduction. Je vous donne un autre exemple. Le gouvernement s'apporte sur 1 milliard, qui était de rendre imposables les indemnités journalières pour nos concitoyens qui sont en allocation, en ALD, c'est-à-dire un ensemble de maladies durables, disons. Eh bien, au lieu de dire qu'est-ce qu'on avait fait dans cette direction sur les rentes du travail, on avait dit, il y avait eu un grand débat, on avait dit on coupe la poire en deux, 50% non imposable, 50% imposable. Ça me paraît juste, si vous voulez, mais pas de rendre imposable 100% des IJ pour ceux qui sont en ALD. Vous voyez, je vous prends un certain nombre d'exemples par rapport à ce que proposait le gouvernement. Autre exemple, on nous dit on va supprimer la défiscalisation
des biocarburants. Il y en avait quand même pour quelque chose comme, de mémoire, presque 300 millions. Bon, mais aucune concertation. Ça avait des conséquences très importantes, notamment pour ceux qui ont acheté des voitures qui permettent d'utiliser le 85. Vous voyez, on ne prend pas comme ça des décisions à la hache. On va continuer justement, Charles de Courson, de parler concret. On va continuer de rester dans les exemples très concrets, vraiment rester avec vous, avec nous. On va poursuivre dans votre lignée, Charles de Courson. On va vous parler du retour des niches fiscales, ce que vous avez commencé à faire. Loin de faire le ménage, les députés auraient en fait même rajouté des niches fiscales. C'est ce que nous racontent les Échos encore ce matin. Selon les annexes au projet de loi de finances, le coût des niches fiscales qui a atteint 91,8 milliards d'euros en 2025 devait se limiter à 88,3 milliards pour 2026. Mais alors que le gouvernement proposait de nombreux coups de rabot avec la suppression de dispositifs fiscaux dérogatoires, les parlementaires, eux, eh bien, ils ont au contraire rétabli plusieurs de ces dispositifs. Ils en ont même créé de nouveaux. Pour être beaucoup plus clair, c'est Renaud qui va justement nous apporter l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Les niches que le gouvernement voulait supprimer, mais qui ont été sauvées dans ce débat. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors il y a d'abord, parmi les niches sauvées, les indemnités pour les affections de longue durée, ALD. Ça coûte 621 millions d'euros, parce qu'il faut savoir que les malades atteints d'une ALD, comme on dit, eh bien, ne sont pas imposés sur leurs indemnités journalières. Eh bien, cette niche fiscale, elle a été sauvée par les parlementaires. Donc non seulement il y a les niches sauvées, mais je le disais, en plus d'autres, de nouvelles ont été créées. Oui, des nouvelles ont été créées. On a par exemple les heures... Exonérations de pourboire, effectivement. Alors, c'est une création-prolongation. C'est un peu technique, mais en gros, les pourboires seront exonérés de charges sociales et de charges patronales sur, effectivement, ces pourboires qui concernent les restaurants. Il y a également ce qu'a proposé Laurent Wauquiez, et ça coûte cher. Laurent Wauquiez, défiscalisation des heures supplémentaires, encore plus d'heures supplémentaires défiscalisées, 500 millions d'euros. C'est une niche qui a été créée et qui, effectivement, pour le coup, a un coût très important. Et vous avez encore un exemple qui va s'afficher, regardez Renaud. Hop, il est juste là. Non, hop, ça y est, il est là. Crédit d'impôt, frais d'hébergement en EHPAD. Alors, effectivement, ça concernerait plusieurs, on ne sait pas encore, mais plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de Français. 630 millions d'euros. Cela permettrait effectivement d'avoir des réductions de frais sur, bien évidemment, les mensualités que vous donnez à l'établissement qui accueille vos grands-parents ou des personnes âgées. Merci. J'ai encore une information à donner. Au total, presque 1,4 milliard d'euros d'économies ont déjà été effacés, sans compter l'abandon possible de la réforme de l'abattement des retraités. L'addition, selon les Échos, des avantages maintenus élargis aux nouveaux avoisine donc déjà 3 milliards d'euros en plus. Vous connaissez tous l'expression derrière chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie. On est là-dedans, on s'en sort pas, impossible de faire des économies, Stéphane Manigold. J'ai l'impression, quand j'écoute nos élus, qu'on est un peu chez Louis la Brocante. C'est-à-dire qu'on fait des espèces de misérabilisme, qu'on considère que le monde n'évolue pas. Et en même temps, vous avez hier OpenAI qui annonce 38 milliards d'investissement chez Amazon pour acheter du stockage. Et vous avez l'ancien monde qui ne voit pas ce qui se passe tout autour et qui est là à garder sa niche, mais qui ne voit pas que le monde évolue et que le monde de demain est en train de balayer et qu'on n'a pas cette prise de conscience. Vous savez, je parlais tout à l'heure de Nao, mais quand j'écoute Monsieur de Courson, mais je me dis, avec nous, Charles de Courson. Mais oui, mais je me dis, Monsieur de Courson, mais quel ancien monde. Alors, la visibilité des jeunes. Renaud en parlait tout à l'heure. Mais quelle perspective on donne à nos jeunes. Mais quand j'écoute tout ça, moi, ça me fait fissurer. Il vous répond, Charles de Courson, il est toujours avec nous. Je vous en prie, Charles de Courson. Je peux intervenir là-dessus ? Je vous en prie, bien sûr, allez-y. Je pense que ces propos de Monsieur le journaliste, que je ne vois pas, sont totalement excessifs. Moi, j'ai proposé, cher monsieur, sur les IJ, de traiter les IJ pour les ALD comme on a traité les rentes d'accident du travail, c'est-à-dire 50%. Et on parle d'intelligence artificielle. Donc ça va dans le sens de la réduction. Attendez. J'ai proposé sur le CISAP. Le CISAP, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour nos téléspectateurs ? Le CISAP, c'est le crédit d'impôt de 50% sur les prestations à domicile, garde d'enfants, jardinage, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai déposé plusieurs amendements pour réduire le plafond. Il y en a un qui est passé,
qui est de réduire de 12 000 à 10 000 le plafond global. Bon, j'en avais proposé d'autres, si vous voulez, de descendre le plafond pour le jardinage. Vous voyez, ils n'ont pas été retenus. Donc si vous avez suivi tout le débat en commission et j'espère bientôt en séance publique, s'il y a quelqu'un à qui vous ne pouvez pas dire ce que vous venez de dire, cher monsieur, c'est bien moi. Voilà. Et j'ai toujours assumé. Et je rappelle que le première niche fiscale, c'est le crédit d'impôt recherche. Et j'ai déposé un certain nombre d'amendements. Est-ce que c'est censé qu'au-delà de 100 millions, il y a un crédit d'impôt de 5%? Ça ne sert à rien. Ça coûte 400 millions. J'ai proposé qu'on le supprime. J'ai été battu. Mais voilà. Et je peux vous en citer beaucoup d'autres, cher monsieur. Alors là, la réponse est très claire. Mais continuons le débat. Il y a un ancien monde qui ne comprend plus et un nouveau monde qui doit s'imposer. Alors non, mais Charles de Courson, je poursuis le débat en plateau parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de faire se croiser les points de vue. Marc Toiti et Yves Gégaud. Marc Toiti. Oui, j'ai envie de dire le drame quand on parle des niches fiscales. Pourquoi il y a des niches fiscales à la base? C'est parce que justement il y a un trop plein fiscal. À chaque fois les gouvernements se disent tiens, on a exagéré sur les impôts, donc on va créer une petite niche fiscale pour réduire cette pression fiscale. Mais évidemment ça ne sert à rien. Donc moi je suis pour supprimer beaucoup de niches fiscales, mais en baissant fortement effectivement les impôts. C'est ça, encore une fois, c'est là où il y a une différence entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et c'est vrai que je ne dis pas pour M. Courson évidemment, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un complet décalage entre le monde politique et la réalité économique. Et quand on voit aujourd'hui que tous les députés nous disent oui, on va encore augmenter les impôts, ils font de ce concours l'épine de la fiscalité, cette folie fiscale, même on a parlé de sorcellerie fiscale, alors que les Français ont du mal à joindre les deux bouts. C'est vraiment très triste. Je suis né dans l'ancien monde, mais j'essaye de voir le monde qui vient. Moi, je pense qu'il faut être rassuré parce qu'au fond, le télescopage de ce qui va arriver avec les intelligences artificielles, la robotisation, il y a aujourd'hui en Corée des usines qui sortent sans aucun ouvrier 3 smartphones par seconde. Et c'est une révolution complète. Ça va obliger à faire sauter le vieux système. Comme un peu Uber a fait sauter le vieux système des taxis qui se protégeaient entre eux, que aucun gouvernement n'avait le courage de réformer. Il est arrivé Uber, boum, ça a fait sauter le système. Il ne faut pas qu'on attende, Yves Gégaud. Il faut pas qu'on attende. Bien sûr, merci. Je pense que c'est un élément de rassurance à moyen terme. Alors, moi, à court terme, je préférerais qu'on anticipe, je préférerais qu'on n'attende pas, je préférerais qu'on se prépare. Mais je vous dis que de toute façon, même si on ne se prépare pas, ça va nous sauter à la figure et ce sera bien obligé d'inventer un nouveau modèle. Renaud Pilat, on vient lever le doigt, allez-y. Charles de Courson, je me permets effectivement, et on vous connaît très bien depuis des années, vous n'êtes pas suspect d'être dans le chéquier gratuit et l'endettement massif. Mais tout de même, je reviens à un point, je suis désolé, qui m'obsède et qui obsède tant, non pas de jeunes, je suis plus jeune, mais tant de jeunes. Regardez sur les réseaux sociaux le problème des retraites. Comment toute la classe politique a pu annuler ce que voulait le gouvernement, c'est-à-dire demander à tous les retraités, sauf bien sûr les toutes petites retraites, mais à tous les autres, les classes moyennes ou les classes supérieures, de faire un petit effort, 2, 3, 4 ans, pour geler leur pension, ne pas être indexés sur l'inflation, pour permettre à leurs enfants et petits-enfants d'avoir au moins le net sur la feuille de paye qui est plus important. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Charles de Courson. Eh bien, je vais vous répondre, parce que la proposition de réforme qui a été, hélas, votée, d'extrême justesse d'ailleurs, était fondamentalement injuste. Et nous, ce que nous avions proposé, et d'ailleurs les partenaires sociaux, patronaux comme représentants de salariés, sont allés dans cette direction. C'est qu'il faut, c'est faire des incitations à aller dans la prolongation et qu'on récompense ceux de nos concitoyens qui prolongent leur activité au-delà de l'âge légal. Il ne fallait pas toucher à l'âge légal. C'était pas ça le débat. D'ailleurs, ce qui rapportait le plus, c'est la réforme Touraine, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'annuités, ce qui est beaucoup plus juste. Attendez, et les deux grands problèmes qu'on a, c'est d'inciter les Français à travailler plus longtemps, mais par voie d'incitation, prenez toutes les règles dans les 42 régimes, vous avez des règles anti-cumul emploi-retraite. J'ai déposé un amendement pour supprimer toutes ces règles et d'encourager ceux qui veulent travailler volontairement et de prolonger pour améliorer leur retraite. Et puis l'autre problème qui n'est absolument pas traité, c'est pourquoi est-ce que les jeunes Français sont ceux qui commencent à travailler le plus tardivement. Ouais, et ça, c'est absolument pas traité. Voyez, on n'a pas traité le problème des salariés âgés et que beaucoup d'entreprises ont tendance à vouloir se débarrasser de leurs salariés âgés, ce qui est, du point de vue social, une hérésie.
La grande question, c'est la question de savoir à la fin s'il faut des sacrifices et combien il en faut, de quelle ampleur, pour essayer de sauver ce qui reste de notre modèle social. C'est vraiment un fil rouge quasiment de cette semaine dans nos discussions. Je voudrais vous soumettre cette phrase dans le papier des Échos, toujours Jérôme Fournel, ancien directeur général des finances publiques, ex-directeur de cabinet de Michel Barnier. Jean-Baptiste Léon, regardez ce qu'il dit. Il dit être généraux, certes, si nous étions à l'équilibre, mais si on multiplie les trous dans le gruyère, qui financera les services publics? Pour sauver ce qui reste, il va falloir consentir à des sacrifices très importants. C'est ça la morale de l'histoire. C'est ça la morale de l'histoire, ouais. Elle est triste, elle n'est pas très rigolote, mais on va devoir tous y passer. Et voilà, ça va peut-être unir les Français quelque part, mais on va devoir tous y passer. Oui, mais quand on dit tous y passer, à chaque fois qu'on dit à une catégorie, vous allez devoir y passer aussi, la porte nous est claquée au nez. Le patrimoine, ménage, riche, moins riche. On est tous concernés d'une façon ou d'une autre par une niche fiscale autour de ce plateau, par les spectateurs qui nous regardent. Après, on a des politiques, des politiciens, certains sont brillants, certains sont intelligents, c'est à eux d'arbitrer aussi. Mais en France, on a aussi l'art de s'auto-flageller beaucoup. C'est un mal français, on est vraiment les champions, la lanterne rouge, tout ce que vous voulez. Ah oui, en termes d'impôts, on est mis des impôts, oui. Là, on ne s'auto-flagelle pas. En fait, c'est une réalité aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, c'est triste à dire, mais on aurait pu faire effectivement des réformes, moderniser notre économie déjà en 2002, on aurait pu le faire, en 2007, etc. Il y a eu des occasions gâchées qui n'ont pas été prises malheureusement. Et maintenant, je suis assez d'accord, je pense qu'on va devoir malheureusement toucher le fond de la piscine, un peu comme en Grèce. Et là, on va réagir. Et là, on va comprendre ce qui va se passer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Le PIB grec, à l'époque de la crise grecque, a chuté de 30%. Après, ça a redémarré. Mais aujourd'hui encore, on est en 2025, le niveau du PIB grec hors inflation est 15% inférieur à celui de 2008. Donc quand une crise elle commence, elle peut durer des décennies. Et donc c'est ça moi qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ça qu'on demande à nos dirigeants politiques. C'est pas de dire c'est pas moi, c'est à cause de l'État. Non, c'est de prendre des décisions pour moderniser la France, qui est le seul grand pays à ne pas avoir modernisé ni son système des retraites, ni sa dépense publique, ni ses impôts. Et on veut encore continuer à les augmenter. Son industrie. Ça n'a pas de sens. Le temps file. Il faut produire de la richesse. C'est bon signe, ça veut dire que c'est passionnant. Valérie, en quelques mots, Stéphane Manigol, peut-être pour la conclusion. Très rapidement, vous avez raison, Marc, mais en Grèce, la difficulté qu'il y avait au moment de la crise, c'est qu'il n'y avait pas d'impôt prélevé. Exactement. Et donc c'est ça aussi qui a provoqué la crise de 2011. Attention aussi au consentement à l'impôt, parce qu'en augmentant les impôts, vous risquez d'avoir une baisse du consentement à l'impôt, un exode fiscal, et ça n'aura pas autant d'impôts qu'est-ce qu'on Je suis d'accord. Manigold, pour moi, une seule boussole doit guider ce vieux monde. Le travail doit payer plus. Voilà. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on sera là sur les niches, sur les aides, sur la bourse, sur je ne sais quoi. Le travail doit payer plus, et si le travail paye plus, chacun fait ce qu'il veut. Merci Stéphane Manigol, merci Marc Toiti, Valérie Nataf, merci à vous. Monsieur Léon, je rappelle votre livre, le livre noir de l'argent public, je le remonte ici. Je remercie également, je ne l'ai pas oublié, je vous rassure, Charles de Courson, qui a accepté d'être avec nous en direct depuis l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir accepté le débat, le dialogue, c'est important. Merci à vous Yves Gégaud, Renaud Pila, merci à vous surtout de nous avoir regardés.